fait de voir que, effectivement, vous restez mobilisés. Ça fait quand même plaisir de voir cette salle comble et intéressée par ce qui se passe actuellement au pays et également à la haie. Pour rebondir sur ce que disait Alain Toussaint, comment dire, j'estime qu'effectivement, bon, c'est pas vraiment du courage. En ce qui me concerne, c'est un devoir. Nos frères qui sont restés durant la crise post-électorale à marcher ou à vouloir rester devant la résidence présidentielle sous les bombes, eux sont courageux. Pour nous, c'est un devoir. On ne peut pas, vis-à-vis de tous ces morts, vis-à-vis de toutes ces personnes qui, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de notre souveraineté, ont donné leur vie, on se devait de rester mobilisés, de mener ce combat-là. Je pense que, en tout cas, c'est, si je dois parler de courage et si je dois avoir une pensée, c'est vis-à-vis d'eux, de tous ces jeunes, certainement, certains d'entre vous, encore de la famille là-bas, peut-être certains d'entre vous ont eu des victimes. C'est à eux que l'on doit ce combat, et au pays. Alors concernant ce que l'on vit, effectivement c'est une période assez difficile, inutile de présenter en tout cas le contexte, vous connaissez tous, on a tous vu, un conflit politique depuis des années, des élections avec un résultat proclamé par le Conseil constitutionnel, un résultat proclamé soi-disant par la CEI, parce que là encore il y aurait beaucoup de choses à dire. Bakayoko à lui seul ne constitue pas la CEI, c'est un individu. Et encore moins lorsqu'il est au QG de Ouattara, ce n'est pas une décision. C'est comme si je vous disais qu'un juge dans un tribunal se rendait dans un café et qui proclamait une décision dans le café. Est-ce qu'on dirait que c'est une décision? Ben non. C'est pas parce qu'il se rend au QG d'un des candidats pour soi-disant donner les résultats que ça constitue une proclamation de résultats. Mais bon, tout ça, vous le savez, ça ne sert à rien d'approfondir. En tout cas, c'est le contexte dans lequel s'est inscrite la crise post-électorale. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant la détention du président Laurent Gbagbo, qui s'est faite en toute illégalité, parce que c'est une chose que de dire qu'on arrête un individu, mais quand on arrête ici même, vous allez voir, si on vous arrête, on va vous dire pourquoi on vous arrête, vous donnez les éléments, vous allez vous retrouver dans une prison, vous aurez droit à vos avocats, etc. Le président Laurent Gbagbo, depuis le 11 avril, a quand même été détenu à Korogo sans cadre légal, alors qu'on nous indiquait quand même qu'on apportait la démocratie à la Côte d'Ivoire. On apporte la démocratie, puis on détient un homme, mais tout un camp, en dehors de tout cadre légal. Et ça n'a gêné personne. Parce que, je me rappellerai toujours quand même, on a été jusqu'à Korogo, il y avait des soi-disant soldats de l'ONUCI qui étaient prêts à nous tirer dessus si on voulait voir notre client. Donc voilà quand même dans quel cadre on se situe. Dans un pays où on était censé apporter les droits de l'homme et la démocratie. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant, au-delà de la détention, le transfert du président Laurent Gbagbo à la haie, parce que tout simplement, en principe, on n'extradite pas un ressortissant. C'est juste un principe de droit. Vous verrez dans n'importe quel pays du monde, on n'extradite pas un ressortissant. Vous ne verrez jamais un Français livrer un Français à n'importe quel pays du monde. Quel que soit le crime pour lequel il est suspecté, vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais un Américain, le gouvernement américain livrer un Américain dans n'importe quel pays du monde. Jamais. C'est quand même du jamais vu que de voir en Côte d'Ivoire qu'on livre un Ivoirien suspecté d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire à la haie. Mais cela en plus est fait en dehors de tout cadre légal. Parce que le président Laurent Gbagbo à l'époque, il y avait une telle pression qui était faite sur lui et sur tout le camp, il y avait des sanctions onusiennes. C'est-à-dire il avait une interdiction de voyager. Ses comptes étaient bloqués, mais il y avait une interdiction de voyager. Donc il n'aurait même pas pu quitter le territoire en principe. Comment dans ce cas-là on a pu le transférer à la haie? C'est-à-dire même la République de Côte d'Ivoire de M. Ouattara a fait ça en dehors de tout cadre légal. Ils ne pouvaient même pas le transférer, mais ils l'ont quand même. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur les conditions de son arrivée à la haie. Maintenant à la haie, lors de l'audience de première comparution, c'est-à-dire où on présente le président
à la chambre préliminaire, on lui explique, là on nous donne les dates, hein. On a fixé la première date d'audience de confirmation de charge qui devait se tenir le 24 juin 2012, il était clair. On ira jusqu'au bout. Je suis là, j'ai rien à cacher. On ira jusqu'au bout. Donc l'audience de confirmation de charge devait se tenir le 24 juin. Le président a été présenté à la chambre préliminaire, il est arrivé le 29 novembre 2011. Il a comparu le 5 décembre de mémoire 2011 et l'audience a été fixée le 24 juin 2012. Il y a eu des reports. Je vais essayer d'être très bref parce que je pense que j'ai pas envie de vous faire un cours et l'essentiel c'est quand même qu'on puisse avoir un échange et que je puisse répondre à vos questions. Mais c'est pour vous situer le contexte et ces dates-là sont importantes. C'est-à-dire en juin il devait y avoir l'audience. Il y a eu report. Il y a eu report jusqu'en février 2013. Vraiment, on s'attendait à ce qu'il y ait un dossier béton. On s'attendait à ce qu'il y ait un dossier béton, pourquoi? Parce qu'on savait que le procureur était déjà depuis des mois, c'est-à-dire avant le transfert du président, il venait déjà en Côte d'Ivoire. Il discutait déjà avec les autorités ivoiriennes, il collaborait déjà avec les autorités ivoiriennes. Donc on s'attendait vraiment à ce qu'ils aient un dossier, mais vraiment solide. Contestable, hein, mais quand même avec des éléments solides. Et ce d'autant qu'ils avaient une pleine et entière coopération de Ouattara et de son gouvernement. Mais quand on a vu les preuves, là on s'est dit, mais franchement, l'audience de confirmation de charge, ça va être gênant pour le procureur lui-même. Comment il peut venir et dire, bon, le président, il y a eu un plan commun, il y a eu un plan, déjà le suspect d'être co-auteur indirect de crimes contre l'humanité alors qu'on n'a pas l'auteur direct. Déjà là, il faudra nous expliquer comment ils font. Mais en plus, on nous explique que bon, il y a eu un plan commun pour tuer les Ivoiriens dans une guerre qui a fait plus de 3000 morts, mais au final, il est là pour 166 morts. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour les 3000, hein. Il est là pour les 166 morts. 166 morts, même pas identifiés. Et puis quand on leur demande, mais quelles sont les preuves? On nous dit, oui, mais voilà, les pro-Gbagbo disaient on gagne ou on gagne. Ils disaient devant c'est maïs. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, on dit, est-ce qu'ils sont sérieux? Ils viennent, c'est-à-dire on met vraiment des moyens d'État, mais j'ai envie de dire des moyens de la communauté internationale, puisque la CPI étant une cour internationale, les moyens dont elle dispose, ce sont les moyens de la communauté internationale. Pour mener des enquêtes pendant 2 ans, pour nous dire, voilà, il est suspecté de crimes contre l'humanité, parce que ses proches ont dit, on gagne ou on gagne. En réalité, et puis vous avez vu, hein, ils ont même été jusqu'à présenter une vidéo filmée au Kenya, qu'on a voulu faire croire qu'elle s'était déroulée en Côte d'Ivoire. Enfin, ça a quand même été très loin, et les preuves présentées n'ont même pas été vérifiées. Et le plus gênant, c'est que les victimes présentées n'ont même pas été véritablement identifiées. Les 166 morts. C'est-à-dire, comment ils savent que ces 166 morts sont des pro-Ouattara, Dieu seul le sait, mais il n'est pas bavard. Ils l'ont décrété. Bon. Et parce qu'ils l'ont décrété, donc voilà, on le poursuit pour ces 166 morts. Donc ça devenait quand même gênant, cette gestion de l'audience de confirmation de charge, à laquelle finalement la défense n'a eu qu'à mettre en évidence, à dire, mais d'accord, je veux bien, mais vous n'avez rien d'autre de plus solide. C'est pas pour rien que la consoeur Ivanovic a dit, non mais c'est un brouillon. Forcément c'est un brouillon. Vous ne pouvez pas venir après 2 ans d'enquête pour nous indiquer qu'on est ici parce que, voilà, on le suspecte d'avoir commis ceci ou cela sans avoir des éléments probants. Alors la décision qui est intervenue, la décision d'ajournement, franchement pour la défense et pour le président lui-même, ça n'a pas été une surprise. En droit, hein, ça n'a pas été une surprise. Ça n'a pas été une surprise parce que, véritablement, comme vous l'indiquez, il n'y avait pas quelque chose de solide. Il n'y avait pas quelque chose de gênant. La plupart des témoignages que l'accusation a eus, c'était des témoignages dans lesquels on nous indiquait que cela n'a pas pu se faire sans l'ordre de Gbagbo. Cela n'a pas pu se faire sans que Gbagbo soit informé. Cela n'a pas... Voilà les preuves, hein. C'est-à-dire, voilà les témoignages se disant à charge. C'est-à-dire, ce sont des hypothèses en réalité, ce sont des suppositions, où on se limite à dire cela n'a pas pu se faire sans que. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas une preuve.
La preuve aurait été de dire, Gbagbo, tel jour, à telle heure, dans le cadre de telle réunion, a donné l'ordre de telle personne qui a... Là, on est d'accord. Ensuite, on peut débattre, on peut contester. On peut dire, ok, là, c'est une preuve. Mais venir nous dire, ça n'a pas pu se faire sans... Mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve directe. Ce ne sont que des suppositions, en réalité. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce document assez opaque, finalement, sans preuve directe, sans éléments véritablement à charge, qu'on s'est situé. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il parle, même quand on dit ce sont des FDS, il dit ce sont des FDS qui ont tué, qui ont commis des exactions sur les populations civiles, considérées comme pro-Ouattara. Mais là encore, il y a un problème. Parce que dire des FDS, comment ils ont déterminé que c'était des FDS? Comment on a pu déterminer que c'était des FDS? Est-ce qu'ils ont le nom de l'agent qui l'a fait et qui effectivement fait partie du rang des FDS? Non. Ils ne savent même pas le nom des personnes. Ils disent juste que ce sont des FDS. Et parce que ce sont des FDS qui ont commis ces exactions, donc Gbagbo est coupable. Ou en tout cas, doit comparaître et doit répondre de ses actes. Voilà. Mais dans ce cas-là, je vous le dis, si Gbagbo, à supposer que ce soit des FDS, supposons que ce soit effectivement des FDS qui ont... Encore là, il y a problème. Parce que comment on détermine que ces FDS ont exécuté un ordre? La preuve n'est pas apportée puisqu'ils n'ont pas mis la main sur ces prétendus FDS, forces de sécurité. Premièrement. Deuxièmement, à supposer, bon, encore une fois, que ces FDS ont commis des exactions. Mais on a vu ici des soldats britanniques, on a vu des soldats américains commettre des exactions en Irak. Est-ce que pour autant on a pris Bush pour dire comme des soldats américains ont commis des exactions, vous êtes responsables? Non. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas l'ordre, on n'a pas la preuve de l'ordre qui aurait été donné par Bush au GI pour commettre des exactions. Mais comment ce qui est valable pour l'un ne serait pas valable pour l'autre? C'est là où, véritablement, il y a un problème avec la position du procureur qui a un dossier complètement bancal. Et c'est pour cela que la chambre préliminaire n'a eu véritablement d'autre choix que de dire, mais écoutez, moi je veux bien, mais vos preuves, hein, qui ne sont pas des preuves directes, elles sont composées de quoi? Les preuves sont composées essentiellement d'articles de presse, autant vous dire des articles de presse pro-Ouattara, hein, le patriote a beaucoup aidé, de rapports d'ONG, et de ce que la Cour qualifie de oui-dire. C'est-à-dire, on m'a dit que, j'ai entendu que, il y a l'ami de mon cousin, de mon ami, de mon frère qui m'a dit que. Et c'est ça qu'on vient présenter à la chambre préliminaire comme preuve contre Gbagbo. Faut être sérieux. Et c'est là où elle dit, mais des oui-dire, peut-être éventuellement un commencement de preuve, mais ce n'est pas suffisamment solide pour confirmer les charges. Et donc elle dit, donc pour tous les éléments que vous avez fournis, il faudra me présenter un certain nombre d'éléments pour corroborer les éléments que vous présentez. Mais où la chambre est bizarre, c'est qu'elle dit oui, bon, les preuves ne sont pas suffisantes, mais elles sont pertinentes. Ça veut rien dire. Si elles ne sont pas suffisantes, ils auraient dû en tirer les conséquences légales. Parce que, évidemment, quand elles relèvent que ce sont des oui-dire, qu'il y a des rapports d'ONG et d'articles de presse, et on sait très bien comment est la presse ivoirienne, mais on ne peut pas condamner un homme ou même confirmer des charges sur ces éléments-là. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle demande d'autres preuves. Mais en quoi ces éléments constituent des éléments pertinents? Puisqu'ils ne sont même pas rattachés sur un fait particulier. C'est ça qui est problématique. Le président est poursuivi et a été poursuivi pour 4 faits précis. Et on vous présente des éléments qui n'ont rien à voir hein, avec ces 4 faits précis et qui constituent le dossier à charge. Donc la chambre préliminaire est embêtée. Est-ce qu'elle se dit d'accord? Bon, comme elle voit que les quatre charges n'ont pas suffisamment d'éléments, de preuves, et qu'en plus, les éléments qu'on présente n'ont rien à voir avec ces charges-là, elle est embêtée. Elle ne sait pas comment elle aimerait bien confirmer, hein, mais elle ne sait pas comment, parce qu'il en va aussi de sa crédibilité. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au procureur, donc elle dit, bon, j'ajoute, mais elle va plus loin, elle dit, je vais te donner une feuille de route. Elle dit au procureur, concrètement, elle lui donne une feuille de route. Vous allez enquêter sur ça,
vous allez me donner des éléments là-dessus, vous allez me donner ceci, vous allez me donner cela, vous allez modifier votre DCC, donc le document de charge, mais elle fait le boulot du procureur. Ouais. Puisqu'elle lui dit où aller enquêter, ce qu'il faut faire, ce qu'elle dit. C'est n'importe quoi. La chambre préliminaire n'est pas là pour faire le travail du procureur. Elle est là pour juste indiquer est-ce que les éléments que l'on a sont suffisants ou pas, est-ce qu'on peut aller au procès ou pas. C'était ça son travail. Elle ne peut pas se substituer au procureur pour dire vous allez enquêter là-dessus, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu une position dissidente. Parce que j'entends encore les pro-Ouattara nous dire il y a une position dissidente parce que la juge présidente de Gumerny voulait qu'on confirme les charges. Si vous lisez tout le texte de la position dissidente, à aucun moment elle dit je suis pour la confirmation ou je suis pour l'infirmation. Elle ne le dit pas. Elle dit juste moi j'ai un problème et je ne suis pas d'accord avec l'attitude adoptée par mes deux collègues. J'ai un problème parce que je n'ai pas en tout cas me substituer au procureur et à dire au procureur ce qu'il doit faire. C'est au procureur d'assumer ses responsabilités. C'est au procureur de venir avec son dossier, s'il estime solide, bon, moi je vois s'il est solide, je me prononce en fonction des éléments, mais je n'ai pas à dire, bon, ton dossier est solide, ton dossier ne l'est pas, bon, comme ton dossier n'est pas solide, mais je veux qu'il soit solide, donc tu ramèneras... Et c'est finalement là-dedans que l'on est. C'est finalement là-dedans que l'on est, c'est-à-dire avec... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en principe, le procureur est censé présenter les preuves les plus solides. Il est censé présenter ses preuves les plus solides. Donc, ce qu'il a présenté lors de l'audience de confirmation de charge, il est censé présenter vraiment le truc béton, quoi. Le truc qui est censé nous fracasser contre le mur. C'était ça la vérité. Sauf qu'on se rend compte que c'est faible. Et maintenant, on lui demande de recommencer. Va chercher encore plus d'éléments. Et c'est là où la position... Parce que c'est une chose, c'est vrai que le procureur n'est pas censé présenter toutes les preuves. Il peut en présenter certaines. Il n'est pas censé toutes les présenter. Mais il est censé présenter le gros. Pour permettre aussi à la défense de contre-attaquer, en tout cas de contester un certain nombre de choses. Voilà. Donc il a présenté le gros. Et on est en train de nous dire, oui, c'est le gros. On est en train de nous dire, le gros n'est pas suffisant, mais il est pertinent. Mais comme c'est pas suffisant, bon, on te donne encore 6 mois pour nous faire quelque chose de suite. Mais tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est gênant. C'est véritablement gênant. Donc, c'est là où, quelque part, la chambre préliminaire, même si c'est vrai que j'ai vu, même dans la communauté, les gens étaient très contents, parce qu'il n'y a pas eu de confirmation, il y a eu ajournement, on était très contents, mais où le bas blesse, c'est qu'il n'y aurait même pas dû avoir ajournement, c'est qu'il aurait dû avoir rejet. Et le fait qu'il y ait eu ajournement, ok, mais où on lui donne une feuille de route, là c'est problématique. Alors, on va nous dire, oui, mais dans le statut, l'article prévoit qu'on peut ajourner et demander au procureur des preuves supplémentaires. C'est vrai. Je peux demander, moi, à la chambre préliminaire, au procureur d'amener des preuves supplémentaires, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire au procureur, là où il doit enquêter, je ne peux pas dire au procureur, modifie ton document de confirmation de charge pour me mettre ceci, cela. Non. Je ne suis pas tenu par la qualification donnée par le procureur. Donc, si j'estime que son document n'est pas solide, ne tient pas du tout la route, j'en tire les conséquences. Si j'estime par contre qu'il y a des preuves solides, mais qu'il y en a d'autres, parce que je me prononce, je ne sais pas trop si je dois confirmer telle autre charge, je peux lui demander des preuves supplémentaires, oui. Mais je ne peux pas lui dire, bon, ton dossier n'est pas solide, mais on va t'aider à le rendre un peu plus solide, ça ne tient pas la route. On sort complètement de son rôle de juge impartial, de chambre impartiale. On ne peut pas se substituer à une juridiction qui est le procureur. Donc, c'est en ce sens que la décision et la position dissidente doit nous interpeller et doit nous faire dire que la partie n'est pas du tout gagnée. On est bien parti, mais j'ai envie de dire que c'est pas compliqué. Parce que quand il n'y a rien, on a beau fouiller, il n'y a toujours rien. Donc c'est pas difficile, mais on doit rester vigilant parce que le jeu qui se trame n'est pas clair. Et que concrètement, la position adoptée par la chambre préliminaire est sur un certain nombre de points gênante par rapport au respect des droits de la défense. Parce que je ne vois pas ce que le procureur n'a pas pu apporter en 2 ans, qu'il puisse le faire en 6 mois. Concrètement, je ne vois pas. Et le pire, et ça quand même, faut le dire,
procureur a des moyens d'État. Et la défense, elle n'a rien. La défense n'a pas de moyens. La défense n'a pas de moyens. La défense, tout ce qu'elle peut faire, bon, c'est quémander un peu d'argent à la CPI pour pouvoir subvenir, pour pouvoir vivre. Et c'est en même temps demander et étudier les preuves du procureur. Mais sinon, la défense n'a pas de moyens. Toi, procureur, tu as les moyens d'un État. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas taper la bise à Ouattara, taper la bise à Soro, et on te donne tout ce que tu veux. Et tu es incapable en 2 ans de venir avec un dossier solide. Et c'est en 6 mois que tu vas pouvoir le faire. En 6 mois, ils t'ont précisé qu'on lui demande d'enquêter sur 45 incidents. C'est-à-dire, la Chambre a quand même demandé au procureur d'aller vérifier 45 incidents, alors qu'elle n'est saisie que de 4 charges. Donc, il y a problème, il y a véritablement problème, ce qui doit nous amener vraiment à être vigilants, à accentuer la pression par les marches, par un certain nombre de choses qui sont faites et qui ont un impact. Parce que, et là, j'aimerais terminer sur ce point, s'il y a quelque chose qui marque, en tout cas lorsqu'on va à la haie, c'est les propos tenus, déjà c'est à la cour même, c'est de voir les gens assez interpellés par voir cette communauté ivoirienne. Nombreuses, venir. C'est de voir aussi qu'ils sont assez interpellés par le fait de voir les Ivoiriens marcher régulièrement, venir manifester régulièrement à la haie. Et pourquoi ça les interpelle? Parce que vous verrez dans tout procès du monde, et regardez tous les procès importants, ceux qui manifestent devant, ce sont généralement les victimes, qui viennent crier leur haine de l'accusé, ou alors leur colère pour l'accusé. On n'a jamais encore vu des gens venir crier leur amour à un suspect. Jamais. C'est un élément extrêmement fort parce que ça joue de voir des gens venir dire Gbagbo, Free, de venir voir des gens dire on t'aime président, de venir dire il a rien. Ça interpelle les gens parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Où sont les victimes? Où sont les prétendues victimes? On ne les voit pas. Pourquoi? Et c'est là aussi, ça accentue le côté politique. Vous parlez de victimes, mais on ne vous voit pas. Par contre, on voit des véritables victimes, des Ivoiriens, qui ont vu un pays bombardé, qui ont vu un pays occupé, venir créer leur amour à leur président. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, a joué aussi dans ce qui se passe à la haie. Ça joue fondamentalement. Ça joue fondamentalement. Vous savez, quand vous venez marcher, lorsque vous manifestez, lorsque vous battez le pavé, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à La Haye, c'est la Côte d'Ivoire qui tremble, les autorités ivoiriennes qui tremblent. Parce que ça, elles ne peuvent pas le gérer. Elles ne peuvent pas le gérer. Elles ne peuvent pas dire que tout va bien quand partout dans le monde, les Ivoiriens sortent pour crier leur amour. C'est pas la haine, hein. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à La Haye, les gens ne viennent pas pour crier leur haine. Ils viennent pour crier leur amour. Ils viennent pour crier leur amour. Ils viennent pour crier leur amour pour quelqu'un qu'on suspecte de crime contre l'humanité. Et il y a des gens qui viennent lui dire qu'on l'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le message est extrêmement fort. Et il voit des gens, on l'avait été la dernière fois, mais quand on voit sous le froid, parce que La Haye, vous allez me dire ici vous avez la pluie, mais sous le froid, avec le vent, des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans la salle, et qui restent toute la journée. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Donc, c'est vous qui avez et quelque part, c'est l'un des actes les plus forts. C'est l'un des actes qui rentrent vraiment dans cette logique politique les plus forts, parce que c'est une manière de dire on est déterminé et on ira jusqu'au bout, comme le président l'a dit. Voilà, merci beaucoup.